Bonjour. Deuxième partie, Friedrich von Schiller, Lettres sur l'éducation esthétique de l'homme. La nature exécute les mouvements de l'esprit, tout en gardant l'apparence d'être libre. La nature approuve l'impératif de l'esprit. Elle lui obéit par inclination et plaisir, et les mouvements involontaires gracieux sont la manifestation de cette obéissance spontanée. Tout se passe comme dans un état libéral, où le souverain n'a pas besoin de recourir à la contrainte pour faire régner la liberté. Il suffit pour qu'elle s'affirme qu'il abandonne les citoyens à eux-mêmes. L'individu est ainsi moral, non pas seulement dans tel ou tel de ses actes, mais dans son être tout entier, absence de contrainte. La beauté est symbole de la liberté. La liberté conçue comme pouvoir d'obéir à l'impératif de la raison, par seul respect pour cet impératif. La beauté rend possible et facilite la moralité. L'homme est grâce à elle dispensé de vouloir avec sublimité. Le double moral de la grâce et de la dignité. L'homme libre est le seul digne de ce nom. Il n'y a plus qu'à vouloir pour être sage. La beauté est harmonie et unité d'une multiplicité, et non pas seulement infinie de la nature libre. Fichte concevait que l'esprit humain tend à réaliser progressivement son infinité et parlait d'un instinct qui l'y pousse, manifestation du moi pratique, ressort qui produit le monde et qui s'exerce en triomphant de la vie sensible comme un obstacle qui s'oppose à elle. Pour Schiller, l'humanité sera sauvée par l'art, pour Fichte, par la science et la philosophie. Pour Schiller, l'évolution historique sera un état de la raison où le droit et la liberté régneront, avec un fondement solide dans l'éducation de la volonté morale. La liberté politique et civile demeurera toujours le plus sacré de tous les biens, le but le plus digne de tous les efforts et le centre de toute culture, influence de la Révolution française. Jacobi et Forster revendiquent pour l'homme la liberté, au nom de son universelle nature raisonnable et des droits que cette nature lui confère, en somme au nom de la dignité humaine, inhérente à chaque individu, idée du respect dû à ce qui dans l'homme est le plus intime, à savoir sa liberté morale, donnant ainsi à la politique un caractère d'intériorité nouveau. Un état d'équilibre doit s'établir entre notre nature sensible et notre nature spirituelle, se limitant mutuellement et s'abolissant l'une de l'autre pour mettre l'âme dans un état d'indétermination qui est la liberté. Cet état est produit par la beauté qui engendre l'harmonie des sens et de l'esprit, lente génération de la liberté morale qui précède la liberté politique. L'immanence de la liberté dans le monde s'est manifestée par la naissance progressive de la liberté morale, jaillissant sous l'action de la beauté. La culture esthétique ouvre à l'homme l'accès de la vie spirituelle, puis de la cité raisonnable. La beauté est la condition et le symbole de l'humanité complète, qui est libre moralement. La beauté est une représentation concrète de l'infini, car l'homme ne peut devenir complet que dans la totalité du temps. Intégration humaniste et libéraliste dans une philosophie de l'histoire progressiste et finaliste qui est une croyance en une réalisation immanente de la liberté dans le monde. Le poète-philosophe Schiller transforme la société par la beauté et par la moralité que la beauté aura rendue possible. Jean-Jacques Rousseau, si c'est la raison qui fait l'homme, c'est le sentiment qui le conduit. Le problème politique ne peut être résolu que par l'esthétique, et l'état de raison ne deviendra possible que lorsque les caractères des hommes auront été transformés par la beauté. Schiller. La raison affirme qu'une humanité heureuse et parfaite sera celle qui cultivera harmonieusement toutes ses forces. Réconcilier nature et civilisation en restaurant en nous la totalité. L'artiste fait violence à la nature en transformant la matière brute à ses fins artistiques. Schiller, il faut déjà être sage pour aimer la sagesse, et c'est là une vérité sentie par celui qui donna à la philosophie son nom.
La lumière de l'intelligence ne mérite l'estime que dans la mesure où elle se réfléchit sur le caractère, car le chemin qui mène à l'esprit doit passer par le cœur. La formation du sentiment est un besoin car c'est un moyen de rendre efficace pour la vie une compréhension meilleure de la vérité, et elle stimule l'intelligence à améliorer ses vues. Le plus grand nombre des hommes sont trop fatigués et lassés par leur lutte pour être capables de rassembler leurs forces en vue d'une lutte nouvelle et plus dure contre l'erreur. Tutelle de leurs pensées, les rayons de la vérité. L'instrument de l'amélioration des caractères ne peut être que l'art. Schiller, les grands arrêteront de dominer quand les petits arrêteront de ramper. Toute amélioration politique doit partir d'un ennoblissement des caractères. L'art comme la vérité échappe à toute action du législateur politique. S'il est possible d'engager le monde dans la direction du bien, il faut éduquer le sens de la vérité dans le silence de son cœur, puis de le manifester dans la beauté, ennoblir ses contemporains en s'adressant à leur goût, symbole d'excellence. L'apparence triomphera de la réalité et l'art de la nature. L'artiste est le fils de son époque, mais malheur à lui s'il est son disciple ou son favori. C'est de lui que jaillit la source de la beauté, impolluée par la corruption des générations, ami de la vérité et de la beauté. Schiller déduit le concept de beauté des possibilités de la nature sensible et raisonnable de l'homme. La beauté doit guérir de la sauvagerie et du relâchement moral. La culture esthétique élève les mœurs et les caractères, elle exerce une influence heureuse. Pur concept rationnel de la beauté qui rectifie et guide notre jugement. La beauté est une condition nécessaire de l'humanité. La personne doit être son propre fondement. L'homme est une personne dans un état déterminé. L'homme dans son achèvement serait l'unité qui persiste et parmi les fluctuations du temps demeure éternellement identique. L'homme manque sa destinée s'il permet à son instinct sensible d'empiéter sur le domaine de l'instinct raisonnable, laissant ainsi transformer son pouvoir de réceptivité en pouvoir de décision. L'instinct formel exige l'unité et la persistance. La tâche de la culture est de veiller à protéger la vie sensible contre les empiètements de la liberté et d'assurer la sécurité de la personnalité contre la puissance des sensations. D'abord développer la faculté de sentir, ensuite la faculté raisonnable. La personne est persistance dans le changement. Sa culture consistera à procurer à la faculté réceptive les contacts les plus multiples avec le monde et à pousser au plus haut point la passivité de la sensation. Pousser au plus haut l'activité de la raison. Avec ses aptitudes, l'homme associera à la suprême plénitude d'existence l'autonomie et la liberté suprême, et se soumettra à l'unité de sa raison. Le caractère doit assigner au tempérament ses limites, car la sensibilité ne doit être restreinte qu'au profit de l'esprit. L'idéal des perfections mène à l'exaltation ou à la dureté et la froideur, à but très nuisible. Le caractère vraiment supérieur est celui de l'homme en qui la sévérité à l'égard de soi-même va de pair avec l'indulgence à l'égard d'autrui. En général, sévérité ou indulgence vont de pair avec soi et autrui. L'indulgence pour soi jointe à la sévérité pour les autres, c'est le fait d'un caractère méprisable entre tous. Coïncider notre perfection et notre bonheur, enlever aux sentiments et aux passions leurs influences et leur puissance dynamique. L'âme qui contemple la beauté échappe à la contrainte tant de la loi que du besoin, car elle est partagée entre eux. L'histoire atteste que les figures idéales de la beauté ont été conçues par des peuples qui pratiquaient de nobles jeux. L'homme ne joue que lorsqu'il est pleinement homme, expression de liberté, c'est-à-dire de jeu. La beauté idéale doit avoir un effet apaisant et énergique. L'idéal suprême sera cherché dans l'association et l'équilibre les plus parfaits possibles de la réalité de la forme idée. Sur le plan de la civilisation, l'espèce humaine au cours de son évolution passée prépare l'état moral sous l'influence de la beauté, de l'état physique à l'état esthétique. L'homme réel est limité par les circonstances extérieures et par l'usage contingent qu'il fait de sa liberté. Le rôle de la beauté est de supprimer les limitations en rétablissant l'harmonie chez l'homme tendu et en rendant à l'homme détendu la vigueur. Dans la réalité, la beauté ne se montrera jamais dans sa perfection idéale,
La beauté apaisante est faite pour une âme tendue. Elle rendra la liberté à l'homme dominé. Il y a lieu de scruter dans l'âme humaine les origines de l'action qu'elle exerce. Par la beauté, l'homme sensible est conduit à la forme et à la pensée. Par la beauté, l'homme spirituel est ramené à la matière et rendu au monde des sens. L'esprit agissant comme volonté affirme une pleine liberté. Aucune action ne peut être exercée sur la liberté. La liberté est un effet de la nature, non un ouvrage de l'homme. L'état esthétique apparaît plein de réalité puisque toutes les forces de l'homme sont alors simultanément actives et qu'elles ne sont limitées par rien. État le plus fécond de tous. L'état esthétique est le critère qui permet de juger si l'œuvre d'art qu'il engendre est authentiquement belle. Aucune œuvre d'art ne peut exercer une action esthétique absolument pure. La musique agit sur notre sensibilité, la poésie sur notre imagination, les arts plastiques sur notre intelligence. L'artiste doit surmonter les limites. Dans une œuvre d'art vraiment belle, le contenu doit compter pour rien, tandis que la forme y fera tout, car la forme seule agit sur la totalité de l'homme. La disposition esthétique brise la puissance de la sensation et facilite ainsi à l'homme l'affirmation de son autonomie. La beauté permet à l'homme de mettre dans sa vie physique une certaine liberté spirituelle. Il cesse d'être individu pour devenir espèce. On appelle noble une âme qui, par la manière dont elle traite même l'occupation la plus limitée et l'objet le plus médiocre, possède le don de les transformer en un infini. Une conduite noble doit être distinguée d'une conduite sublime. La première dépasse l'obligation morale, la victoire de l'objet. La seconde nous fait admirer l'envolée communiquée à l'objet. En créant la beauté, l'homme s'élève au monde spirituel des idées sans quitter le monde des sens. La contemplation est le premier rapport de liberté qui s'établit entre l'homme et l'univers qui l'entoure. Esclave de la nature tant qu'il se borne à le sentir. L'homme devient son législateur dès qu'il la pense, objet placé devant son regard qui le juge. La beauté est l'œuvre de la libre contemplation et avec elle nous pénétrons dans le monde des idées sans quitter le monde des sens, s'attacher au réel. L'apparence esthétique doit être sincère. La beauté incite à ménager la faiblesse et à redresser l'injustice. Seules les relations fondées sur la beauté unissent la société car elles se rapportent à ce qui est commun à tous. Obéir à sa propre nature belle. Nul besoin de léser la liberté d'autrui pour affirmer la sienne, ni de renier sa dignité pour manifester de la grâce. Fin de la deuxième partie, merci.